Ma femme m'a demandé de garder les deux garçons de sa sœur tous les week-ends pour qu'elle puisse sortir en boîte. Quand j'ai dit non, elle m'a donné un ultimatum, alors je lui ai remis les papiers du divorce. Quand ma femme m'a donné un ultimatum, je ne savais pas que j'étais sur le point de prendre la meilleure décision de ma vie. Ma femme a exigé que je garde les enfants de sa sœur. Je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, ça a été un désastre. J'ai dit que ça ne se reproduirait plus. Elle a pété un câble, m'a traité d'incapable dans ma propre maison et m'a lancé un ultimatum. 2 jours plus tard, je lui ai remis les papiers du divorce. Je m'appelle Milo, 32 ans, un homme. J'étais marié à ma femme Bonnie depuis 3 ans quand sa sœur est revenue vivre en ville et que tout a commencé à dérailler. Nous n'étions pas parfaits, mais notre couple était solide. Ce genre de mariage où on s'apprécie vraiment encore, vous voyez? Nous avons été en couple pendant 2 ans, puis nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie qui ne nous a pas ruinés financièrement. Une décision financière intelligente, d'ailleurs. Je travaille dans la gestion de la chaîne logistique pour une entreprise de distribution de taille moyenne et je gagne environ 78 000 $ par an. Elle a 30 ans, elle est gestionnaire de bureau dans une clinique dentaire et gagne environ 42 000 $. Nous avons gardé nos finances séparées dès le début car nous sommes tous les deux adultes et nous savons que fusionner les comptes, c'est comme se retrouver au tribunal. Elle avait son compte, j'avais le mien. Nous divisions le prêt hypothécaire et les factures en fonction de nos revenus respectifs. Ça fonctionnait bien. La maison est à moi. Je l'ai achetée 2 ans avant notre rencontre, quand j'ai reçu un bon bonus. Et le marché n'était pas encore complètement fou. Le prêt était gérable et en bonne voie d'être remboursé. Bonnie a emménagé ici après le mariage, ce qui était logique, puisqu'elle louait un studio qui coûtait presque la même chose que mes mensualités. Sa voiture, en revanche, est là où l'histoire devient intéressante. Sa Toyota 2009 est tombée en panne environ 6 mois après le mariage. La transmission a lâché sur la route et elle est restée coincée pendant 3 heures. La réparation coûtait 3 200 $, pour une voiture qui en valait à peine 2 800 $. Je me suis porté co-emprunteur pour qu'elle puisse acheter une nouvelle Camry, car son crédit était moyen et elle avait besoin d'un meilleur taux. La voiture est à nos 2 noms, mais je suis le titulaire principal. L'assurance est à mon nom. Retenez ça, ce sera important plus tard. La vie était belle. Nous avions nos routines. J'allais à la salle de sport à 6 heures. Elle dormait jusqu'à 7 heures. Je faisais le café. Elle faisait brûler les toasts. Nous allions travailler, nous échangions des messages dans la journée, nous rentrions à la maison et nous parlions vraiment de nos journées. Les week-ends, c'était séries télé, nouveaux restaurants, ou aller voir mon ami Silas pour un événement sportif. Des choses de couple normales. Puis, il y a 6 mois, sa sœur a appelé. Sa sœur allait, 33 ans, fraîchement divorcée, avec 2 enfants de 6 et 8 ans. Laissez-moi vous parler de ses enfants. Eden, 6 ans, a l'énergie d'un écureuil sous caféine et prend des décisions comme un joueur téméraire. Lucas, 8 ans, est encore pire. Il est à cet âge où il pense être plus intelligent que n'importe quel adulte et il agit en conséquence. Ensemble, ils forment une catastrophe naturelle dont on ne peut pas se protéger. Elle vivait à 3 États d'ici avec son 2e mari, mais le mariage s'est effondré. Apparemment, il en a eu marre de subvenir aux besoins de 3 personnes qui n'étaient pas biologiquement les siennes et il a lancé un ultimatum. Elle a choisi les enfants, il a choisi la liberté, et soudain elle devait tout réorganiser et revenir près de sa famille. Sauf que, près de la famille, c'était chez ses parents. Et ils ont été très clairs, après une semaine, que ce ne serait pas une situation permanente. Elle a donc loué un appartement de 2 chambres à environ 20 minutes de chez nous. La première visite s'est bien passée. 1h30, les enfants se sont tenus à peu près tranquilles. Elle semblait stressée, mais elle gérait. Nous avons commandé une pizza. Les enfants ont regardé la télé. Les adultes ont discuté. Normal, typique d'une réunion de famille. Bonnie était contente d'avoir sa sœur à nouveau à proximité. Elles étaient proches dans l'enfance, mais s'étaient éloignées quand elle avait déménagé. Lors de la 2e visite, une semaine plus tard, Eden a renversé une lampe de chevet à 50 $ chez Target pour la remplacer. Lucas a décidé que mon canapé en cuir était un trampoline. Ale ne faisait que scroller son fil d'actualité sur son téléphone, disant parfois des choses molles du genre « Chérie, utilise ta voix d'intérieur pendant qu'il teste toutes les limites possibles ». Lors de la 3e visite,
sa sœur a demandé si nous pouvions garder les enfants quelques heures le samedi. Elle avait un entretien d'embauche. D'accord, pas de problème. On peut bien garder 2 enfants quelques heures. Quelle difficulté ça pourrait être? Ce samedi-là, j'ai appelé mon meilleur ami, Silas. Si j'allais être dans la galère, j'allais y être en bonne compagnie. Silas a 34 ans, il travaille dans la vente d'assurance commerciale, célibataire perpétuel par choix. Il est arrivé avec une caisse de boissons énergisantes et un air de quelqu'un qui part en guerre. « Tu me dois une fière chandelle pour ça ?» a-t-il dit. Je lui paierai le déjeuner pendant 1 mois. 2 mois. Marché conclu. Allez à déposer les enfants à midi. L'entretien était à 13 heures. Un calcul étrange, mais peu importe. Dès que la voiture a quitté l'allée, Eden a repéré tous les objets fragiles de mon salon, comme s'ils étaient des missiles guidés. Lucas a immédiatement exigé de la pizza, de regarder sa chaîne YouTube préférée et le mot de passe du Wi-Fi pour jouer sur la tablette. L'île est midi, j'ai dit. Tu viens juste de prendre ton petit déjeuner. J'ai faim. Tu as 6 ans, tu as toujours faim. Ce n'est pas une urgence. Silas a regardé les enfants, puis moi. Ce sont ces gamins qui ont cassé ta télé. Et tu as encore accepté de les garder? Ça semblait être une bonne idée sur le moment. Mon frère, tu as les instincts de survie d'un lemming. Silas regrettait déjà ses choix de vie. Je pouvais le voir dans ses yeux. Nous avons essayé de les occuper avec un film. Nous avons trouvé un truc adapté à leur âge sur Netflix. Nous les avons installés sur le canapé avec du popcorn. Ça a duré 12 minutes. Eden s'est ennuyé et a commencé à faire du parcours sur les meubles. Lucas a décidé que le popcorn était plus amusant à lancer qu'à manger. Silas a pris un grain de maïs dans l'œil. C'est un cauchemar, a dit Silas, enlevant du popcorn de sa barbe. Un cauchemar réel, et nous sommes punis pour des péchés que nous n'avons même pas encore commis. Ça fait 40 minutes. On dirait 40 ans. Comment c'est possible? Le temps ne fonctionne pas correctement près de ces gamins. Tu exagères. Je suis précis. Regarde ma montre. Je jure qu'elle tourne à l'envers. On ne va pas tenir 4 heures. À un moment donné, Eden a découvert que s'il criait directement dans les coussins du canapé, ça faisait un drôle de bruit. Il a fait ça pendant 20 minutes d'affilée, le visage enfoncé dans les coussins, à hurler. Silas m'a regardé comme s'il planifiait mon assassinat. « Pourquoi j'ai accepté ça ?» a demandé Silas. « Parce que tu es un bon ami. Je suis en train de reconsidérer cette amitié. » Lucas a trouvé mon enceinte Bluetooth, y a connecté sa tablette et a commencé à mettre des vidéos à fond, des bruits de paix, forts, qui résonnaient. À la 2e heure, Eden a découvert ma boîte à outils dans le garage et a décidé de démonter mon vélo. Il a commencé à enlever des vis avec une clé qu'il n'aurait jamais dû pouvoir attraper. Je l'ai retrouvé avec la roue avant complètement détachée, l'air fier de lui. J'ai réparé. Il l'a encore démonté. Même histoire. Lucas a passé son temps à provoquer Silas, lui demandant pourquoi il était si vieux, pourquoi il n'avait pas d'enfant, pourquoi sa barbe était si bizarre, s'il vivait dans le sous-sol de sa mère. Le gamin avait un doctorat pour trouver les insécurités des gens. Silas était à 2 secondes de craquer, c'est illégal d'abandonner des enfants à la caserne des pompiers s'ils ne sont pas à vous? Ils ont envahi le garde-manger et ont trouvé ma poudre de protéines. Eden a cru que c'était du chocolat en poudre. Il s'est fait un shake avec de l'eau du robinet, sans bien mélanger. Il a mis la poudre dans un verre, a ajouté de l'eau et a bu. Il a immédiatement tout recraché sur le sol. De la poudre blanche partout dans la cuisine. « J'aime pas », a annoncé Eden. « C'est pas du chocolat, c'est de la protéine. Pourquoi tu as de la poudre dégueulasse? Pourquoi tu as bu sans demander? » Pas de réponse, juste un regard vide. À 15h30, Bonnie a envoyé un message. L'entretien de Haley avait pris plus de temps. Elle serait absente encore 2 heures, minimum. Peut-être 3. Tu avais dit 4 heures. Les plans changent. Je veux un nouveau meilleur ami. On a commandé une pizza en espérant les calmer. Erreur. Eden a pris 2 bouchées et a déclaré que c'était dégueulasse. Lucas a mangé 4 parts et a annoncé qu'il était intolérant au lactose et qu'il avait mal au ventre. Il ne l'était pas. Vers 17 heures,
Eden a trouvé des feutres indélébiles dans le tiroir de mon bureau. Il s'est dessiné dessus, visage, bras, ventre. On aurait dit un petit prisonnier tatoué. Silas a ri si fort qu'il pouvait à peine respirer. J'ai pris des photos pour preuve, au cas où. Ta sœur va adorer ça, j'ai écrit à Bonnie. Sa réponse, oh non. Très utile. Puis Lucas a découvert que la boîte à outils était toujours accessible et a essayé de réparer la porte du placard de la cuisine, en desserrant 3 charnières avant que je l'attrape. La porte est tombée complètement. Il m'a regardé comme si c'était de ma faute. J'aidais, a-t-il dit. Tu as détruit. C'était déjà cassé. Ça s'est cassé quand tu y as touché. Pas de réponse. Il est juste parti. Silas était assis par terre, vaincu. Ça forge le caractère, a-t-il murmuré. Ça me rend plus fort en tant que personne. Tu n'as pas l'air convaincu. Je ne le suis pas. Ils sont enfin partis à 18h30. 6h30. Allée est arrivée les requinquée, comme si elle revenait d'un spa. Coiffée, maquillée parfaitement, vêtements neufs. Elle a dit que l'entretien s'était super bien passé. Merci infiniment, vous m'avez sauvé la vie. Les enfants avaient saccagé mon salon, démonté mon vélo et traumatisé Silas. Après leur départ, Silas s'est tourné vers moi, plus jamais. J'ai acquiescé. Je suis sérieux. Même s'ils sont en train de brûler et que ces gamins sont les seuls à avoir de l'eau. Même là, je ne recommencerai pas. Compris. J'ai besoin de bouffe, plusieurs burgers, et peut-être d'une thérapie. Bonnie a trouvé ça mignon que j'ai aidé. Elle a dit qu'elle était vraiment reconnaissante. J'ai dit que c'était une fois pour toutes. Elle a répondu, bien sûr, elle ne redemandera pas, sauf en cas d'urgence. 2 semaines plus tard, une nouvelle urgence. Allée a appelé un jeudi soir. Elle avait un rencard. Le premier depuis son divorce. Elle en avait vraiment besoin. On pouvait garder les enfants samedi? Juste quelques heures. Elle le méritait. Elle en avait bavé. Bonnie m'a fait ses yeux de chiot suppliant. Allez, juste encore une fois. Contre tout bon sens, j'ai accepté. J'ai appelé Silas. Pas question. Allez, mec. J'ai besoin de renfort. J'ai dit, plus jamais. Je le pensais. C'est tatoué sur ma poitrine maintenant, plus jamais de babysitting. Mais tu n'as pas de tatouage. Je vais en faire un dès que j'aurai raccroché. Je te paie le déjeuner pendant 3 mois. 4 mois et tu paies ma thérapie. Marché conclu. Le samedi est arrivé comme une date d'exécution. Silas est apparu, l'air de s'être préparé au combat. Il avait apporté sa Nintendo Switch. Il pensait les soudoyer avec des jeux vidéo. Malin. Allait à déposer les enfants à 14h. Elle a dit qu'elle serait de retour à 18h, 19h au plus tard. Réellement, a dit Silas dès qu'elle est partie. Et nous savions tous les deux qu'il avait raison. Lucas a immédiatement réclamé la Nintendo Switch de Silas. Silas a dit, non, c'est à moi. Lucas s'est jeté par terre et a commencé à hurler, pas à pleurer, à hurler vraiment. Eden a vu ça et a décidé de se joindre à la cause par solidarité. 2 gamins qui hurlent sans raison, juste parce qu'ils le peuvent. Mes voisins ont certainement appelé la police. J'en suis sûr. On a réussi à les calmer en leur offrant des goûters, des fruits, des biscuits, des jus, en essayant d'être responsables. Ils ont mangé pendant 10 minutes. Puis Eden a annoncé qu'il devait aller aux toilettes. Je l'ai emmené à l'étage. Il s'est enfermé à clé et a refusé de sortir, chantant sans arrêt pendant 20 minutes. Juste des sons sans aucun sens. Pendant ce temps, Lucas a trouvé un feutre indélébile. Ne me demandez pas où il l'a dégoté. Les enfants ont un 6e sens pour la contrebande. Il a décoré ma table à manger, dessiné ce qui devait être un dinosaure, mais ressemblait à un démon en pleine crise existentielle. Silas a essayé de nettoyer avec du produit ménager, ça a empiré. Maintenant, il y a une tache grise sur toute la surface, comme si quelqu'un y était mort. Je déménage au Canada, a dit Silas, fixant la table saccagée. Eden est finalement sorti des toilettes. Il a annoncé qu'il s'ennuyait. Il a commencé à ouvrir tous les placards, tiroirs et penderies de la maison. Il a trouvé mon album de photos de mariage.
Il l'a emmené dehors, laissé dans le garage sous la pluie qui a commencé 10 minutes plus tard. Mes photos de mariage étaient trempées. Silas m'a regardé, c'est un signe, mon frère. Quand un gamin de 6 ans détruit tes photos de mariage, l'univers te hurle dessus. Vers 16 heures, on a essayé de mettre un autre film. Ils ont tenu 7 minutes cette fois. Pire que la première tentative de garde, d'une certaine manière. Eden s'est mis à pleurer parce que sa mère lui manquait. Lucas lui a dit de la fermer. Eden l'a frappé. Lucas a rendu le coup, plus fort. Maintenant, ils se battaient, combat style MMA dans mon salon. On les a séparés, un dans le salon, l'autre dans la cuisine. Eden a immédiatement ouvert le frigo, pris des trucs et tout laissé sur le plan de travail, mayonnaise, ketchup, le tout ouvert. Lucas a mis la télé à fond et a commencé à zapper à une vitesse qui donnait la crise d'épilepsie. Bon, on est dans un cauchemar, a dit Silas. Un vrai cauchemar. Ça, c'est établi. À 17 heures, Lucas a annoncé qu'il avait encore faim. On venait de le nourrir il y a 1 heure. On lui a fait un sandwich. Il a pris une bouchée, a dit que c'était dégueu et l'a jeté contre le mur. Beurre de cacahuètes et confiture étalés partout. Eden a trouvé ça drôle et a jeté sa brique de jus. Maintenant, le jus coulait le long du mur de la cuisine. Je n'aurai jamais d'enfant, a annoncé Silas pour la 3e fois. Je vais prendre rendez-vous pour une vasectomie. Le lendemain, lundi, dès le matin, 6 heures. Rien. 7 heures à rien. Bonnie a envoyé un message disant que le rendez-vous allait se passer super bien, qu'elle serait en retard, peut-être même jusqu'à 21 heures. Je vais pleurer, a dit Silas. Vers 20 heures, Eden a trouvé mon ordinateur portable, l'a ouvert et a commencé à appuyer sur des touches au hasard, réussissant d'une manière ou d'une autre à changer les paramètres d'affichage en coréen. Je ne sais toujours pas comment. Lucas a redécouvert mon enceinte Bluetooth, l'a connecté à quelque chose, a commencé à jouer ce qui ressemblait à du death metal ou à des cris. Difficile de faire la différence. À 21 heures, ma maison ressemblait à une scène de crime. De la nourriture partout, des jouets par terre, des meubles déplacés, des taches mystérieuses sur des surfaces que je ne pouvais pas identifier. Silas était assis par terre, fixant le vide, en pleine crise existentielle. On pourrait juste partir, a-t-il dit. Partir et les laisser se débrouiller seuls. C'est illégal. Vraiment? T'en es sûr? Abandonner des mineurs, c'est mal vu. Tout ce qui est amusant est illégal. Ale est enfin apparue à 21h47, presque 22h, radieuse, comme si elle avait passé la meilleure soirée de sa vie. Elle a dit que le rendez-vous était incroyable. Elle pensait qu'il pourrait être l'homme, le seul. Après 3 semaines à le connaître, elle a demandé si les enfants s'étaient bien comportés. Bonnie a menti au téléphone. Dès qu'ils sont partis, Silas m'a regardé, c'est fini. Toute amitié qu'on avait, terminée. On est dans la merde. Je vais bloquer ton numéro. Déménager dans un autre état. Changer d'identité. Mais tu ne le penses pas, mon frère. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Ce soir-là, j'ai dit à Bonnie qu'on ne referait plus jamais ça. Jamais. Peu importe si c'est une urgence. Peu importe si l'appartement de sa sœur prend feu et qu'elle a besoin d'un endroit pour laisser les enfants tout en combattant les flammes. On ne le fera pas. Elle est restée silencieuse. Elle a dit que j'exagérais. Mais ce ne sont que des enfants. Ils traversent une période difficile avec le divorce. On devrait les soutenir. Je les soutiens. Je l'ai fait 2 fois. J'en ai marre de soutenir. Ma maison est un chaos. Silas remet en question sa propre existence. Mes photos de mariage sont détruites. Ma table a des taches permanentes de feutre. J'en ai marre. C'est là que les choses ont commencé à changer. Ale a commencé à venir plus souvent. Pas avec les enfants, juste elle. Elle et Bonnie restaient dans notre salon pendant des heures à parler d'autonomisation, d'indépendance et de vivre sa meilleure vie, quoi que ça signifie. Puis elles ont commencé à sortir, soirée entre filles, à se reconnecter. La première fois, c'était un mercredi. Ma femme est rentrée à minuit, parlant à quelqu'un au téléphone de combien c'était libérateur de simplement se lâcher. Elle avait oublié ses clés, a dû me réveiller en frappant à la porte. Elle ne s'est pas excusée. D'accord.
Tout le monde a besoin de se détendre de temps en temps. La deuxième soirée entre filles était un vendredi. Elle est rentrée à 2 heures du matin, trébuchant sur les meubles, jurant, riant toute seule. C'est devenu un schéma. Toutes les semaines, parfois 2 fois par semaine, elle sortait en boîte, participait à ces cercles d'autonomisation qui ressemblaient à une secte, mais qui étaient apparemment très thérapeutiques. Bonnie a commencé à s'habiller différemment. Pas mal, juste différent. Plus de maquillage, des vêtements plus serrés, des talons hauts. Elle pouvait à peine marcher. Elle a commencé à parler différemment aussi. Beaucoup de phrases comme « je dois me prioriser et je découvre qui je suis vraiment ». La société impose tellement d'attentes aux femmes est devenue l'explication à tout. Elle a commencé à rentrer avec de nouveaux achats qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les relevés de cartes de crédit s'empilaient sur le comptoir. J'ai vu des soldes dépasser $6 000 et grimper. Puis, elle a arrêté de cuisiner. Juste arrêté. Avant, elle faisait le dîner quelques fois par semaine. Maintenant c'était livraison ou je n'ai pas faim. Elle a arrêté de faire la lessive. Laisser le linge s'accumuler jusqu'à n'avoir plus rien de propre. Je n'allais pas le faire pour elle. Nous sommes adultes. Débrouille-toi. D'accord, fais ce que tu veux. Puis est venue la demande. Ale avait à nouveau besoin d'aide avec les enfants. Elle sortait avec un gars incroyable, oui, un nouveau. Ils voulaient passer un week-end ensemble. On peut garder les enfants, s'il te plaît? Juste samedi et dimanche. Elle paiera. Non. J'ai dit, quoi? Non, on ne fait pas ça. Le visage de Bonnie a changé. Il est devenu froid. C'est juste un week-end. Ce sont 2 jours entiers avec 2 gamins qui détruisent tout ce qu'ils touchent. Négatif. C'est ma sœur. Elle a besoin d'aide. Alors garde-les seuls. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'attendre à ce que je donne mon temps sans me demander d'abord. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'attendre à ce que je sacrifie mon week-end après que ces gamins aient dévasté la maison. Elle a essayé de jouer la carte de la culpabilité. Ils ont traversé tellement de choses. Les enfants se comportent mal quand ils vivent un traumatisme. Allez, essaie de passer à autre chose. On devrait soutenir la famille. Je l'ai soutenue. 2 fois. J'en ai assez de soutenir. Tu es égoïste. Je suis clair. Non, c'est non. C'est ma limite. Elle n'a pas aimé. Elle est allée dans la chambre, a claqué la porte, ne m'a pas parlé pendant 2 jours. Quand elle m'a finalement reparlé, c'était pour me dire combien elle était déçue par moi, qu'elle attendait mieux de son mari, qu'un vrai partenaire assumerait ses responsabilités. Un vrai partenaire respecterait les limites. J'ai dit qu'elle avait commis une erreur. Je lui ai donné des munitions. Le mardi suivant, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Bonnie, Ale et ma belle-mère, Gloria, assises dans le salon. Comme une intervention, à m'attendre. Nous devons parler, a dit Gloria. Super. Ale a commencé par son histoire de victime, à quel point sa vie est difficile, combien elle sacrifie, qu'elle voulait juste quelques heures de bonheur. Gloria a enchaîné sur les obligations familiales et le soutien mutuel. Bonnie est restée assise, les bras croisés, me regardant comme si j'étais le méchant. Mais tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être mère célibataire. Et c'est vrai, parce que ce ne sont pas mes enfants, ai-je dit. Ale a lâché un soupir dramatique. Gloria a poussé ce soupir de déception typique. Et quand j'ai élevé mes filles, nous croyions à l'entraide. Donc tu gardes. Ta famille aussi. J'ai mon club de lecture et mon aquagym. Donc tu es occupé? Moi aussi. Ale a commencé à pleurer. Elle a dit que j'étais cruel, qu'elle ne s'attendait jamais à ça de ma part. Bonnie lui a tenu la main et m'a lancé un regard de dégoût. Ils ont continué pendant 30 minutes de plus. Je me suis assis et je les ai laissés parler. Finalement, j'ai dit, si on a fini ici, j'ai des choses à faire. Elles sont parties. Gloria m'a regardé comme si j'avais trahi la famille. Ce soir-là, Bonnie a dormi dans la chambre d'amis. Les choses ont empiré après ça. Elle a commencé à sortir plus souvent, 3, 4 fois par semaine, rentrant de plus en plus tard. J'ai arrêté de lui demander où elle était allée. Elle a arrêté de me le dire. Nous passions des nuits entières sans parler, coexistant dans le même espace,
comme des colocataires qui ne se supportent pas. Allez continuer d'appeler, de demander. Bonnie continuait de ramener le sujet. Je continuais de dire non. C'est devenu un cycle. Plus je refusais, plus ma femme s'éloignait. Plus l'influence de sa sœur grandissait, plus elle changeait. Elle a commencé à parler de la façon dont le mariage ne devrait pas limiter l'épanouissement personnel. Comme elle se sentait piégée par les attentes. Comme elle avait besoin de se découvrir en dehors du rôle d'épouse. Toutes des phrases qui semblaient sortir directement de la bouche d'Alais. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un mardi quelconque. Nous étions tous les deux à la maison. Rare ces derniers temps. Je regardais la télé. Elle était sur son téléphone, à envoyer des messages à Alais. Ça faisait 40 minutes d'affilée. Je pouvais voir l'écran du coin de l'œil. Beaucoup d'émojis yeux levés au ciel. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour le dîner. Une question simple. Je ne sais pas, a-t-elle dit, sans quitter son téléphone des yeux. Ce que tu veux. Chinois. D'accord, j'ai commandé. Ça est arrivé 30 minutes plus tard. Nous avons mangé en silence, aux extrémités opposées du canapé. Toujours sur son téléphone. Puis, sans prévenir, elle a recommencé à parler de sa sœur qui avait besoin d'aide ce week-end. J'avais déjà dit non. Tu es ridicule. Je suis clair. Non. Tu es égoïste. Tu es infantile. Grandis un peu et aide ta famille. Quelque chose dans son ton. Le mépris, le dédain, comme si j'étais inférieur à elle. Pardon? Tu as entendu. Arrête d'être infantile. Arrête d'être inutile. Assume-toi et sois un homme, pour une fois. Voilà. Le manque de respect que j'attendais. La ligne dans le sable. J'ai posé mon plat sur la table. Je l'ai regardé. J'ai pris une profonde inspiration. Répète ça. Et quelle partie? La partie où tu m'as manqué de respect dans ma propre maison. Là, ta maison. Bien sûr. Ta maison, tes règles, ta façon de faire. À Dieu ne plaise que j'ai mon mot à dire. Tu as le droit d'avoir ton mot à dire, mais pas de me manquer de respect. Elle a ri. Te manquer de respect? Tu manques de respect à toute ma famille depuis des semaines. Mais bien sûr, j'ai blessé tes petits sentiments. Pauvre chou. Je me suis levé, j'ai pris mes clés. Je vais chez Silas. On reparlera quand tu te seras calmé. Tu fuis. C'est ce que tu fais. Je suis parti, j'ai conduit jusqu'à chez Silas. Il m'a regardé et a su que quelque chose n'allait pas. Et il s'est passé quoi? Je lui ai tout raconté. Il a hoché la tête. Tu sais ce que tu dois faire? Oui. Tu en es sûr? Oui. Dis-le à voix haute. J'en ai assez. Il a hoché la tête. On est resté assis en silence une minute. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison. J'ai dormi sur le canapé de Silas. Le lendemain, j'ai passé la journée à appeler un avocat spécialisé en divorce. Oui, j'étais vraiment décidé. J'ai eu une consultation téléphonique, j'ai expliqué la situation. Il a dit qu'avec nos finances séparées, pas d'enfants et la maison à mon nom, ce serait simple. J'ai fait préparer les papiers. Je suis rentré à la maison jeudi après-midi, pendant qu'elle était au travail. J'ai étalé les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Bien en vue, organisé, impossible à ignorer. J'ai laissé un mot dessus, c'est fini. Les papiers sont sur la table. Tu as jusqu'à dimanche pour récupérer tes affaires. Les clés de la voiture aussi. J'ai tout pris en photo pour documentation. J'ai pris mes affaires essentielles, chargé la voiture, je suis retourné chez Silas et j'ai attendu. Elle a appelé à 17h40. 19 appels manqués en 12 minutes. Je n'ai répondu à aucun. Puis les messages ont commencé, des paragraphes, des romans, de tu es sérieux, à tu jettes 3 ans par la fenêtre pour rien. Mon téléphone vibrait tellement qu'il est tombé de la table basse. Un mec, a dit Silas, en regardant le téléphone par terre. Là elle pète un câble. Bon. Les messages vocaux ont commencé vers 19h. D'abord, en pleurs, me suppliant de rappeler. Ensuite, en colère, me traitant de lâche pour ne pas l'affronter.
Ensuite, allez en arrière-plan, lui soufflant quoi dire. J'ai parfaitement entendu, dis-lui qu'il fait une erreur. Dis-lui que tu veux une thérapie de couple. Je n'ai répondu à rien. À 20h30, elle est apparue à l'appartement de Silas, frappant à la porte, en pleurs, hurlant. « Il ne veut pas te parler », a dit Silas. « C'est une affaire entre mon mari et moi. » « Plus maintenant. » Ce n'est plus le cas. Il a rompu. Elle a essayé de le pousser. Silas est costaud. Ça n'a pas marché. Elle est restée dans le couloir à péter un câble, disant qu'elle ne voulait pas ça, qu'elle était stressée. Qu'on pouvait arranger les choses. Silas a répondu à travers la porte, « Récupère tes affaires ou elles seront données. Ton choix. » Elle a fini par partir. Elle a encore appelé 17 fois dans la soirée. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Le vendredi matin, je suis retourné à la maison. Elle était au travail. J'ai changé toutes les serrures. Toutes. Ensuite, j'ai commencé à emballer ses affaires. Tout ce que je trouvais, vêtements, chaussures, maquillage, produits de toilette, ce stupide bibelot mural qu'elle tenait absolument à mettre dans la cuisine avec écrit « Vivre, rire, aimer ». Je l'ai retrouvé au fond du placard, où je l'avais caché il y a 6 mois. Direct dans la boîte. 23 cartons au total. Je les ai tous étiquetés. J'ai trouvé des choses qui m'ont agacé, 3 colis Amazon que j'avais payés, des abonnements facturés sur ma carte, son profil Netflix passé en premium sur mon compte sans demander. Des petites choses qui, mises bout à bout, montraient à quel point tout était devenu à sens unique. Le samedi, Ale est apparue. Pas avec les enfants, juste elle. Elle a commencé à frapper à ma porte. Je n'ai pas répondu. Elle est restée dehors à crier pendant 15 minutes. Elle a menacé d'appeler la police. Je lui ai crié en retour qu'elle était en train d'envahir une propriété privée et que je l'avais déjà fait. Elle est partie. Le dimanche après-midi, elles sont venues ensemble, Bonnie, Ale et Gloria. La triple menace. J'ai ouvert la porte, j'ai pointé les cartons dans le garage. Tout est là. Prenez-les et partez. Ale a commencé immédiatement, tu es pathétique. Ma sœur mérite mieux. Alors elle n'aura aucun mal à en trouver. Gloria a tenté de plaider, vous devriez parler. Un mariage, ça demande du travail. Je n'ai pas cédé. J'ai été manqué de respect et j'ai pris une décision. Les cartons étaient là. Elles ont pris les cartons. 3 allers-retours. Pendant tout ce temps, Bonnie pleurait, essayant d'attirer mon regard. Je n'ai pas cédé. Quand elles ont fini, j'ai fermé la porte du garage. Attends, a-t-elle dit. On peut parler? Il n'y a rien à dire. C'est fini. Je vais tourner la page. S'il te plaît. Tu as eu 3 ans. Tu as choisi des conséquences différentes. Elles sont parties. Le lundi, la campagne de diffamation a commencé. Ale a posté sur les réseaux sociaux sur les maris émotionnellement abusifs et narcissiques. Elle a tagué Bonnie avec suffisamment de détails pour que nos amis communs comprennent. J'ai reçu des messages en 1 heure. Des gens prenant parti sans connaître toute l'histoire. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à mon avocat. Le mardi, Ale a appelé mon travail. Mon patron a raccroché immédiatement. Il a dit que si elle rappelait, il porterait plainte pour harcèlement. Elle a envoyé un email. Il me l'a transféré avec toute la documentation. Je l'ai retransféré à mon avocat. Du mercredi au vendredi, plus de harcèlement. Des avis à 1 étoile sur Google pour mon entreprise mentionnant mon nom. Mon patron a réussi à les faire supprimer. Quelqu'un a lancé des œufs sur ma maison. La caméra de sécurité a tout filmé, les images sont sauvegardées. Vendredi soir, quelqu'un a posté mon adresse personnelle dans un groupe Facebook. L'adresse complète, une photo de ma maison. Mon avocat a dit qu'on avait des bases pour une ordonnance restrictive, mais j'ai dit, attendons un peu. Samedi, Ale est apparue chez moi, s'est mise dans mon jardin à crier sur comment j'avais ruiné la vie de sa sœur. J'ai filmé depuis la fenêtre. Les voisins sont sortis pour regarder. Quelqu'un a menacé d'appeler la police et elle est partie. 3 heures plus tard, Gloria est arrivée. Approche différente, a frappé poliment à la porte. Ça a dépassé les bornes, a-t-elle dit. J'étais d'accord.
Et dites à votre fille d'arrêter le harcèlement. Je parle à vous. Divorcer de ma fille à cause d'une dispute? Elle m'a manqué de respect. J'ai pris une décision. Conséquence. La famille pardonne. Je ne fais plus partie de cette famille. Elle est partie. Dimanche a été calme. Suspicieusement calme. J'ai passé la journée à organiser les preuves, capture d'écran, vidéo, historique d'appel, tout. Silas est venu le soir. Mais tu penses que c'est fini? J'en doute. J'avais raison. Le mercredi suivant, Bonnie a envoyé un message. Elle a dit qu'elle acceptait le divorce, mais qu'elle garderait la voiture. Qu'elle était à elle. Elle en avait besoin pour travailler. J'ai répondu, la voiture est à nos deux noms. Je suis le propriétaire principal. L'assurance est à mon nom. La voiture doit être rendue ou je la signale comme volée. Mais tu ne ferais pas ça. Regarde-moi faire. Jeudi, elle ne l'avait toujours pas rendue. J'ai appelé la ligne non urgente de la police, expliqué la situation. Divorce en cours, voiture à mon nom, elle refuse de la rendre. Ils ont dit que je pouvais la signaler comme véhicule volé. Je l'ai fait. 2 heures plus tard, la police s'est présentée à l'appartement d'Alay, où elle logeait, et a emmené la voiture. Bonnie m'a appelé en hurlant, a dit que je l'avais humiliée, détruit sa vie. Mais tu aurais dû rendre la voiture. Elle s'est pointée chez moi plus tard dans la soirée, suppliant à travers la porte qu'elle n'avait aucun moyen d'aller travailler. J'ai répondu à travers la porte, il y a Uber. Vendredi, Alay a appelé d'un autre numéro. Mais tu es un loser. Ma sœur est mieux sans toi. Super. Alors elle devrait être contente du divorce. J'ai raccroché. Le divorce a suivi son cours. Période d'attente de 30 jours. Mon avocat a dit que c'était un des cas les plus simples qu'il ait jamais traités, pas de biens à diviser, pas d'enfants, preuve claire de la tentative de réconciliation. Restait plus qu'à attendre que le temps passe. La 3e semaine, j'ai appris par des amis communs que les choses n'allaient pas bien pour Bonnie. Le nouveau petit ami d'Alay n'avait pas fait long feu. Apparemment, il en avait eu marre qu'Alay traîne ses enfants à tous les rendez-vous et avait jeté l'éponge après 3 semaines. Il a dit qu'il ne voulait pas endosser le rôle de beau-père. Maintenant, Alay était débordé par les responsabilités de mère célibataire, sans système de soutien et avec peu d'options de rencontre. Et devinez qui était devenue la babysitter d'urgence? Bonnie. Tous les week-ends, Alay laissait Eden et Lucas chez elle. Maintenant, elle passait tous ses week-ends dans l'appartement exigu de sa sœur à gérer 2 gamins qui détruisaient tout. Un collègue de travail de Bonnie m'a contacté, a dit qu'il était inquiet. Ma femme avait manqué 3 fois en 2 semaines, était arrivée en retard plusieurs fois, avait fait des erreurs dans les horaires des patients, confondu les rendez-vous, fait des doubles réservations. Le dentiste l'avait convoquée pour un entretien. Un incident de plus et elle serait en probation. Le collègue a dit, je sais que vous êtes divorcé, mais j'ai pensé que vous pourriez encore vous en soucier. Je m'en souciais, juste pas assez pour agir. La 4e semaine, j'ai appris qu'elle avait été virée du cabinet dentaire. La goutte d'eau, être arrivée 30 minutes en retard 3 jours d'affilée. Elle ne supportait plus la pression. Perte totale de revenus. Les posts sur les réseaux sont devenus plus tristes. Des citations sur la trahison et les cœurs brisés. Des photos avec des légendes du genre « Prends soin de toi et je me redécouvre ». Des photos d'elle et d'Alay avec des légendes sur la sororité et comment les hommes vont et viennent, mais la famille est pour toujours. Le désespoir était palpable. Alay postait aussi. De longs posts sur la masculinité toxique et l'abus émotionnel. Dans les commentaires, certains la soutenaient, d'autres dénonçaient la manipulation évidente. Puis j'ai su par Silas, qu'il avait entendu d'un ami commun, que les sœurs avaient eu une grosse dispute. Alay avait besoin d'une garde pour un rendez-vous, exigeait que Bonnie garde les enfants pour la soirée. Bonnie a dit non, elle avait des plans. Alay a pété un câble. Elle a dit qu'elle avait tout sacrifié pour soutenir ma femme pendant le divorce. Maintenant, elle ne pouvait pas faire une simple faveur? Elle l'a traité d'égoïste, d'ingrate, exactement comme l'ex-mari. Cette dernière partie avait apparemment touché un nerf. Elles ne se sont pas parlé pendant 4 jours. Puis Alay s'est excusée, a dit qu'elle était stressée, Bonnie a pardonné, et le cycle a continué. Puis est venu l'appel désespéré. La 4e semaine, mon téléphone a sonné. J'ai ignoré.
Ils ont rappelé encore et encore, 4 fois en 10 minutes. J'ai finalement décroché au 5e appel. Oui, c'est moi. Sa voix était petite, brisée, presque méconnaissable, comme si elle avait pleuré pendant des heures. J'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire. Et s'il te plaît, j'ai fait une erreur. J'avais tort. Je veux revenir. Je ferai n'importe quoi. Voilà. Sa vie s'était effondrée. Et soudain, je semblais à nouveau bien. Soudain, le gars qu'elle traitait d'incapable était exactement ce dont elle avait besoin. Non, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je vais changer. Je vais couper les ponts avec ma sœur. Je vais poser des limites. Accepte-moi juste de retour, je t'en supplie. J'en peux plus. Le divorce est finalisé dans 6 jours. J'ai répondu. Mais je t'aime toujours. Ça ne veut rien dire? Mais tu aurais dû y penser avant de me manquer de respect dans ma propre maison. Avant de choisir ta sœur plutôt que ton mariage. Je ne voulais pas. J'étais stressé. Elle m'empoisonnait l'esprit en permanence. S'il te plaît. Adieu. J'ai attendu. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Je l'ai bloqué partout, réseaux sociaux, téléphone, email. C'était fini. Jour 30. Divorce finalisé. J'ai reçu la notification de mon avocat à 14h15. C'est fait. Vous êtes officiellement divorcé. Félicitations. Les papiers arriveront sous 5 à 7 jours ouvrés. J'ai envoyé un message à Silas, c'est officiel. Dîner ce soir? Absolument. Ce soir-là, nous sommes allés à notre restaurant habituel. Nous avons mangé, célébré la liberté. Après ça, la vie a continué. J'ai continué à travailler, à aller à la salle, à traîner avec Silas, à mieux dormir, à mieux manger. La maison semblait plus grande sans toutes ses affaires. Plus calme, paisible. J'ai réorganisé le garage. J'ai enfin terminé ce projet que je repoussais depuis des mois. J'ai monté des étagères, tout rangé en ordre. Je me suis senti bien. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux, juste rencontrer des gens, tâter le terrain. Quelques rendez-vous, des personnes intéressantes. Pas de pression, pas de drame, juste des conversations décontractées avec des adultes qui respectent les limites. 6 semaines après le divorce, un samedi ordinaire, Silas est venu regarder le match. Nous avons commandé des ailes de poulet et nous sommes installés. Environ 20 minutes après le premier quart-temps, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte. « Tu attends quelqu'un » a demandé Silas. Non. Les coups ont continué. Puis la sonnette, puis les deux en même temps, comme si quelqu'un essayait d'enfoncer la porte. Silas a regardé par le Judas. C'est ton ex. Et elle a l'air hors d'elle. N'ouvre pas, mon frère. Elle ne partira pas. Elle a ce regard fou. Plus de coups maintenant. Elle criait. Je sais que tu es là. Ta voiture est dans le garage. Ouvre la porte. Silas m'a regardé. Tu veux que je m'en occupe? On y va ensemble. Nous avons ouvert la porte. Elle était en piteux état. Cheveux en bataille, maquillage délavé, portant un jogging taché. Les yeux rouges et gonflés. Elle pleurait depuis un moment. Nous devons parler, a-t-elle dit. Non. S'il te plaît. Juste 5 minutes. 2 minutes. Elle s'est mise à pleurer immédiatement. Effondrement total. Elle a dit qu'elle avait fait une énorme erreur. Elle a dit qu'elle lui avait empoisonné l'esprit. Elle a dit qu'elle avait réalisé trop tard que j'étais la meilleure chose dans sa vie. Je l'ai laissé déballer son sac. Le temps est écoulé. Je t'implore. Je ferai n'importe quoi. Reprends-moi, je t'en supplie. Non. Pourquoi? Nous étions bien ensemble. Nous étions heureux. Silas s'est avancé. Écoute, sans vouloir être méchant, mais tu as eu ta chance. Tu as eu 3 ans avec un bon gars qui te traitait bien. Tu as tout jeté parce que ta sœur t'a convaincu qu'il n'était pas assez bien. Maintenant tu es là à supplier parce que ta vie s'est effondrée et que tu réalises ton erreur. Trop tard. C'est entre moi et mon mari. L'ex-mari, a corrigé Silas.
Et, honnêtement, tu as du culot de te pointer ici après tout ça. Ma sœur me protégeait. Ta sœur t'entraînait à son niveau. Silas a dit. Et la misère aime la compagnie. Elle est 2 fois divorcée, noyée dans le chaos de mère célibataire, sortant avec des mecs qui lâchent l'affaire quand ils réalisent qu'elle traîne trop de bagages. Au lieu de gérer son propre bordel, elle t'a convaincu de foutre ta vie en l'air aussi. Et tu as mordu à l'hameçon. Silas a attrapé une bouteille d'eau, a pris une gorgée juste devant la porte alors qu'elle pleurait sur le perron. C'est incroyable, a-t-elle dit. 3 ans de mariage et c'est tout ce que j'obtiens. Et toi? Elle m'a regardé. Mais tu as vraiment tourné la page? Oui. Je ne te crois pas. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Elle est restée là 1 minute de plus à pleurer, espérant que je céderais. Je n'ai pas cédé. Finalement, elle s'est retournée et est allée vers sa voiture. Une vieille berline que je ne reconnaissais pas. Probablement une location. Elle est restée 1 minute la tête sur le volant, puis est partie. Silas a fermé la porte. Silence. Puis Silas a lâché un paix et a sifflé en même temps. Ne demande pas mec, c'était brutal. Il fallait que ça le soit. Nous sommes retournés au canapé, avons regardé la fin du match, avons ri, avons parlé de choses normales, travail, salle de sport, le dernier rendez-vous de Silas qui a mal tourné parce que la fille a amené son ex comme ami. Des choses de la vie. Plus tard, après le départ de Silas, je me suis assis sur mon canapé dans ma maison silencieuse. Pas de drame, pas de chantage émotionnel, pas d'exigence, juste la paix. J'ai mis de la musique. J'ai regardé autour de moi, mon espace, ma maison, ma vie. Tout en ordre exactement comme je le voulais. 3 ans de mariage envolé. 6 mois de chaos terminé. Un commentaire irrespectueux. Juste ça a suffi. Ça en valait la peine. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, mes chers abonnés, la prochaine fois que votre conjoint vous traitera inutile, dans votre propre maison pour avoir refusé de garder les enfants démoniaques de sa sœur, rappelez-vous, un avocat coûte moins cher qu'une thérapie et une séance de babysitting. La paix n'a pas de prix, mais le divorce, lui, a un tarif très clair. À méditer.